m'appelle Pascal Luneau. Je suis né Pascal Emmanuel, avec un trait d'union entre les deux, mais à un moment, je trouvais que c'était trop long. Donc, c'est Pascal Luneau. Je suis né en 60. Donc, j'ai fêté mes 60 ans cette année. Et ça fait maintenant presque 43 ans que je suis dans le métier. Donc, le métier, ça veut dire le monde du spectacle en général. Ça va du cinéma au théâtre, à la danse, en passant par la radio. J'ai fait beaucoup de radio, je fais 6 ans. Je travaillais dans une radio connue, puis d'autres moins connues. J'ai fait de l'animation, j'ai fait de la prise de son, j'ai fait stagiaire au théâtre, j'ai fait de la figuration. J'ai même été un petit peu comédien. Et puis un jour, ça m'est tombé dessus comme ça, parce que je travaillais à la radio et que je dirigeais beaucoup les comédiens derrière les micros, soit pour de la publicité, soit pour de l'enregistrement de livres, des choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, à force de diriger les gens, un jour, je me suis retrouvé avec une grande comédienne qui s'appelait Geneviève Page. Et on est resté 2 heures ensemble. Et c'est elle qui m'a donné, sans que je me rende compte, l'envie de diriger les acteurs, qui m'a appris à le faire. Mais parce que ça s'est fait naturellement. Elle avait enregistré, moi je trouvais ça super bien, j'avais 22 ans. Puis elle m'a dit, mais bon, vous ne voulez pas changer des trucs? Je dis, je sais pas. Elle me dit, bah, dites-moi. Je dis, bon, bah, d'accord. Et puis c'était parti. Et on est resté 2 heures à retravailler ensemble. Et ça s'est su. Et de fil en aiguille, 6 ans plus tard, je suis devenu coach. Alors, c'était un truc que je ne connaissais pas. C'est des comédiens qui m'ont demandé. Je préparais un film qui ne s'est jamais tourné encore. Et ils m'ont demandé si je voulais bien les faire travailler. Donc, j'ai dit que je n'étais pas prof de théâtre. Mais ils me disaient, non, non, c'est pas ça. C'est le casting, comment vous l'avez fait, etc. Et à l'époque, on était quand même en 87. Donc, ça remonte hein, quand même. Et je ne connaissais pas du tout ce boulot de coach ni quoi que ce soit. Et ils m'ont dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est bosser avec vous. Vous nous faites travailler, comme vous le pensez. Et donc, ils étaient 15, je me souviens. C'était Laurent Lucas, à l'initiative de Laurent, qui m'a demandé. C'est lui qui m'a appelé pour dire, voilà, on est un groupe de comédiens, on aimerait bosser. Et donc, on a monté un truc. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est devenu le studio Pygmalion. Avec donc toute ton expérience, tout ce que tu as vécu, si tu pouvais donner 3 conseils à des comédiens qui commencent dans ce métier, qu'est-ce que tu leur dirais? Si ça peut s'appeler un conseil, c'est prends ta place, prends-la vraiment et fais pas semblant de la prendre. Parce que moi, en tant que réalisateur, moi, en tant qu'auteur, moi, en tant que coach, Pascal, j'ai besoin que chaque personne avec qui je travaille assume à 100% son point de vue et le mette en partage avec les autres. Maintenant, au bout du bout, parce que c'est mon film, je vais dire non. Ça, j'en veux pas, ça, je prends, ça, je prends pas, parce que c'est moi qui fais le film. Et qu'à un moment, il faut bien que quelqu'un assume. Je vais écouter tous les conseils, mais je vais choisir à la fin ce qui, pour moi, me semble le plus proche de cette vision globale. D'accord. Mais ça, c'est donc dans le contexte d'un film. Mais si c'est dans le Ou contexte d'une de... pièce, D'accord. Ou ou d'une d'une pièce. pièce de théâtre. C'est... Devenir comédien, curieusement, c'est facile. C'est facile de devenir comédien. Ouais. On n'a pas besoin de comédien, on n'a pas besoin de réalisateur, on a besoin d'artistes. Et au bout de 2-3 ans, normalement, tu maîtrises les techniques du spectacle, que ce soit avec une caméra ou pas. Tu comprends comment ça fonctionne. Mais ce dont on a besoin en face, c'est d'un artiste. C'est d'une façon de vivre, c'est une façon de prendre des risques vis-à-vis de soi-même. Le seul endroit où il y a un... Et tu sais, c'est comme si tu... C'est comme si tu disais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être clou, ou je veux être marteau, ou je veux être varlope, ou je veux être rabot. Non, ou bien tu es menuisier ébéniste, ou bien fais autre chose. Et il y a des outils dont on se sert. Tu ne peux pas te réclamer. Comédien, c'est un outil dans la vie. Ce qui compte, c'est d'être artiste. Après, tu es comédien, il y a des gens qui sont artistes et ils sont dans leur corps, disons, danseuses, chanteuses et puis comédiennes. Et ce sont des disciplines, donc c'est des outils pour que l'artiste s'exprime. Bien sûr. C'est ça qui compte. C'est pour ça que tu as des gens qui peuvent être... Moi, j'en connais une, elle est en train de devenir... Elle est comédienne, elle est chanteuse, elle a réalisé, elle a 23 ballets. Et en plus, ils sont en train de lui proposer de devenir directrice de prod. Elle dit, j'y vais. Je dis, mais sûr, tu as raison, fonce, 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 bien sûr. Parce que tout va être complémentaire à un moment et on ne sait pas. On ne sait pas dans 5 ans. Tu sais, toi, dans 5 ans, si tu reviens sur les planches, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va te demander? Et l'interview qu'on est en train de faire, en quoi elle sera importante à ce moment-là, et tu te diras, mince, je me souviens de Pascal et on discutait.
Donc, parmi les conseils, il y a juste vivez à 100% le choix que vous faites de vivre dans cet univers, dans ce métier, avec votre psychologie, vos peurs, vos angoisses, vos plaisirs, vos bonheurs, tout ça mélangé en disant on va se servir de tout parce que ce sera ça le boulot. C'est se servir de tout ça, quoi. D'accord. Après, la deuxième chose, c'est les réseaux. Mm. On ne peut pas vivre ce métier seul. Il y en a qui ont essayé. Hein. Je cracherai sur personne, mais il y en a qui ont essayé. D'ailleurs, ils ont à peu près disparu et tout le monde s'en fout. Quand on pense à eux il y a 15 ans, on dit « Waouh, c'était un très très grand comédien. Il est devenu quoi ?» C'est bon. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que le mec, il avait l'ego gros comme une assiette. Son nombril passait par la porte. Et puis les autres n'existaient pas, il n'y avait que lui. Et donc, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Il faut avoir quelque chose d'absolument rarissimement exceptionnel pour que tout le monde s'intéresse à toi si tu penses qu'à toi. Quoi. Tu vois, c'est quand même très compliqué. C'est aimez-moi, mais allez vous faire foutre. Tu ne peux pas dire les deux. C'est compliqué les deux en même temps. Donc les réseaux, ça veut dire des gens que tu aimes, avec qui tu as envie de travailler, ou en tout cas, il y a une sorte de respect artistique et humain mutuel, et puis on bosse, on crée ensemble, on fait des choses. C'est ça qui est important. Le reste, bon. L'ego, il y a besoin, attention, hein, moi pour moi un artiste c'est 100% humble et 100% mégalo. Parce qu'il faut être mégalo pour venir se foutre sur des planches en disant regardez ce que je fais. Regardez ma peinture, regardez ma sculpture, lisez mon bouquin. Il y a une forme de mégalomanie, mais c'est au service de quelque chose de plus grand que notre propre nombril. C'est ça qui compte. Pour moi, j'aime pas les gens qui font des films ou qui montent des pièces ou qui créent une œuvre qui ne parle que d'eux. Ça m'ennuie. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui parle de l'extérieur selon son point de vue. C'est-à-dire, il respecte ces deux dimensions qui font un vrai relief. Il y a un premier plan, il est lui, là, il l'assume, et en même temps, il parle de ce qui se passe de l'autre côté. Quoi. C'est Visconti, voilà, c'est Chaplin. Chaplin, c'est lui qu'on regarde, hein, c'est moi qui ferai le vagabond. Mais il parle de quoi? Limelight. Tu regardes, tu dis, ouais, bon. Tu regardes, et il parle de la société, il parle de nous, il parle de nos angoisses. Mais en disant, c'est moi qui le fais. OK, il y a un équilibre. Comment tu fais travailler les comédiens? Tu as un comédien qui arrive, voilà, moi j'arrive, j'ai un scénario, voilà, et voilà, j'ai ce rôle et j'aimerais, j'ai tellement entendu parler de toi, je veux travailler avec toi, je voudrais que tu me fasses travailler. Ah, deux choses. La première, comme je te le disais tout à l'heure, je commence par la réalisation. C'est-à-dire qu'on se voit avec le réal ou la réalisatrice ou le réalisateur, on discute de quoi elle a besoin. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est vraiment utile? Ça, c'est une phase. Je vais te donner des exemples très précis. Comme ça, c'est plus concret pour ceux qui vont écouter. Par exemple, sur Les Enfants du siècle, la démarche, c'est Diane Curis. C'est la réalisatrice. Diane, elle m'appelle et elle me dit, voilà, je voudrais, est-ce que tu veux bien rencontrer Benoît Magimel? Juliette Binoche, on se connaissait déjà un petit peu avant. Mais bon, et elle me dit, voilà, je veux que tu les fasses travailler. Sur quoi? Tu développes, cherches, fouiller ensemble. Donc, le travail que nous, on va faire en amont du film, avec des séances pendant 1 mois, quelquefois 2 mois, quelquefois ça peut même être plus de temps que ça. Quelquefois, malheureusement, c'est trop court, mais enfin bon. Et on va développer, on va chercher toutes les possibilités que le personnage a de s'exprimer de telle ou telle manière. On va essayer de voir, est-ce que c'est cohérent que le personnage se mette en colère en gueulant très fort, ou au contraire, est-ce qu'il est suffisamment inhibé pour ne jamais que la voix sorte trop fort? Mais on va essayer d'aller très loin dans un sens et très loin dans l'autre. Ça ouvre. Ce qui fait qu'au moment où ils vont tourner, ils vont proposer quelque chose et la réalisatrice dit c'est peut-être un peu trop, d'accord, alors on en fait un petit peu moins. Et ils ont essayé, on a essayé tellement de choses en coaching, en séance, que le comédien il est libre d'inventer. On s'est fait un matelas bien solide, des vraies bases, et il connaît physiquement son personnage. Ça, c'est une des raisons. La deuxième, c'est la comédienne qui m'appelle, ou le comédien, et qui me dit Pascal, je suis dans la merde, j'ai un rôle, je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas comment l'aborder. Ou au contraire,
Voilà, j'ai un très beau rôle, je voudrais le préparer, je voudrais qu'on essaye, qu'on machin. Le réalisateur est au courant? Non, je lui en ai pas parlé. Je préfère ne rien lui dire, sinon il va se vexer. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de coach. Il Mm. veut pas parce qu'il a eu une expérience avec des coachs qui sont sur le plateau. Ah, eh ben écoute, on va l'appeler, puis on va lui expliquer que moi, je ne vais pas sur les tournages. C'est pas mon boulot. Moi, je suis la sage-femme avant l'accouchement. L'accouchement, tu as l'obstétricien, la femme qui accouche, quelquefois tu as un infirmier, tu as une assistante, et puis tu as le bébé qui va sortir, c'est-à-dire le personnage qui sort du corps du comédien. Voilà. Mais moi, si j'ai fait bien mon boulot avant, on s'est préparé, et la femme, elle va accoucher très bien avec, voilà, avec son bébé. Je n'ai pas besoin d'être là. Et il ne peut pas y avoir deux autorités sur un plateau. Je l'ai fait une fois, c'était un enfer. Okay. Parce que le réalisateur dit action, coupé. Ouais. C'était sur un vieux film. Ok. Et donc, coupé, voilà, ça s'arrête. Et là, les comédiens, ils sont 4, ils viennent de faire une scène où ils doivent tous exploser de rire. Et au lieu de regarder le réalisateur, ils se retournent tous vers toi en disant: alors Pascal, c'était bien? Tu vois la tête du réal? Voilà, ça, c'est pas possible. Ah, oui, mais ouais, tout à fait. Ouais, je comprends. Bon, il ne savait pas diriger les acteurs, c'était son premier long métrage. Je veux bien, il y a plein de raisons. Mais c'est pas possible. C'est niette. Donc, c'est pour ça que je veux absolument être en accord avec le réal, parce que c'est son film. Parce que les comédiens, il y a une chose qu'on ne leur apprend pas dans les cours la plupart du temps, et une chose à laquelle ils ne pensent pas, c'est qu'au moment où on tourne, c'est vraiment cinéma, hein, c'est pas comme au théâtre. Le moment où on tourne, ça n'est pas le moment où on fait le film. Là, c'est le moment où on fait les courses. Attends, je ferme parce qu'il y a du bruit. Hop là. C'est le moment où on fait les courses. Le film, on le fait au moment du montage. C'est au moment où on va prendre des extraits, on va inverser. Ah non, fais voir la réplique de l'autre si on la met avant. Et on construit son film à ce moment-là. Au moment où on fait, je fais toujours ce parallèle, parce que moi j'adore, hein, je fais la bouffe, j'adore faire la bouffe. Et donc, c'est pareil. C'est faire un film, c'est dire, tu prends un scénario, c'est le menu. Qu'est-ce qu'on mange à Noël? Voilà, on a le menu, on a prévu des trucs et des machins. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire les courses pour faire le menu après. Bon, on va faire les courses. Et bien, c'est ça. Tourner, c'est faire les courses. C'est aller prendre, essayer si, et comment ils sont les poireaux, non, laisse tomber, ils sont pourris ceux-là, on va prendre plutôt ceux à côté. Voilà. Et puis, tu essaies. Et puis, d'un coup, il y a un truc, c'était pas dans le menu, mais ça a de la gueule quand même. Oh ouais, vas-y, prends-le, on verra bien. C'est ça qu'on fait quand on tourne. On prend, on prend, on prend. Alors, quelquefois, on n'a pas toujours le temps de prendre parce que certains tournages sont très, très courts. On a 3 prises maximum. Enfin, mais n'empêche que l'esprit, c'est de faire les courses. Après, on rentre à la maison. Et puis, c'est le travail du cuistot. Bon, à ce moment-là, on retourne. Alors, si, ça peut arriver. Bon, ah merde, j'ai oublié d'acheter le truc. Mais au cinéma, c'est rarissime parce qu'il faut reconstruire le décor, tu vois le bordel. Donc, non. Non, c'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, on va commencer à agencer. Quelquefois, le menu, ça fait un moment qu'il a disparu. On se souvient qu'on avait décidé de faire une blanquette de veau. Mais enfin bon, on va adapter en chemin. Bon, après, on va bouger des trucs. Non, mais c'est vrai. Et le film se fait à ce moment-là. Et après, il y a le mixage. Et après, il y a l'étalonnage. Il y a tellement de choses qui vont intervenir que le travail avec l'acteur, même s'il est primordial, même s'il est importantissime, il n'est qu'une part du putain de gâteau qu'on va montrer à la fin. C'est juste un des composants. Or, l'acteur, quand il travaille, au début, dans des cours classiques ou moins classiques, il est tout seul, il se pense tout seul. Si je devais remonter un studio d'entraînement pour acteurs, mais je ne mettrais que des scénaristes avec des réalisateurs et des chefs opérateurs avec les comédiens. Ils bosseraient tous ensemble. Tous ensemble. Très important. Il y a plein de comédiens que j'ai connus qui étaient des bêtes de scène en studio, qui arrivent sur les plateaux de tournage, c'est un enfer. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Non, mais c'est une des plus belles phrases que je connaisse. J'ai un comédien, une comédienne qui m'a dit: j'en ai marre, c'est trop long.
C'est trop long. Je m'ennuie sur les plateaux, je m'ennuie. Je m'ennuie, c'est trop long. Tu arrives pour travailler à partir de 6 h du matin, tu es maquillé, finalement, tu tourneras qu'à partir de 9 h. Et ça ne leur plaît pas. Eux, ils ont l'habitude du théâtre, de répéter, de répéter. Voilà, bon, il y a des gens comme ça. Et je leur disais, il y a Louis Jouvet, qui avait dit, le cinéma, c'est l'art de trouver une chaise. Et bien, c'est ça. Mais c'est vrai. À un moment, il faut se poser. Et la patience sur un tournage, c'est une des choses les plus importantes. Savoir patienter. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire juste. C'est quoi ton plus beau souvenir, ton tournage préféré, ton plus beau souvenir? Et ensuite, j'ai une question. Et après. Le plus beau tournage. Ouais, ton plus beau tournage. Un des moments qui m'a le plus plu. Ça va te paraître bizarre. Hein. J'étais sur le film de Corbiot, Farinelli, on était en Allemagne, et il y avait une scène qui se passait en... Alors là, je devais être sur le tournage, parce qu'en plus de mon travail de coach, il y avait 2 comédiens italiens et un comédien hollandais, enfin, oui, hollandais, non, mais flamand, je précise flamand, et qui s'appelle Gédéon Crabbe, enfin Gédéon Crabbe, qui est un super acteur et qui faisait le rôle de Handel. Et donc, comme il y a des moments où il parlait en français, on m'avait demandé si je voulais bien rester et bosser avec eux. Donc, j'étais sur le tournage. Et à un moment, j'avais fini mon boulot. Et c'est une chose dans le cinéma qui est un peu particulière. Chacun fait son boulot. Et c'est important que chacun soit bien à sa place. Et tu ne te mêles pas de ce que les autres font. Or là, on était en train de perdre du temps. Et j'avais une place un peu particulière parce que tout le monde me voyait parler aux comédiens, revenir, parler aux comédiens, revenir, et rien glandait. Quoi. Pour eux, c'est Pascal, il glandouille. Quoi. Il va dire 2-3 mots, il est payé une fortune, mais enfin bon, faut quand même pas déconner. Quoi. Il est juste en train de parler. Quoi. C'est ça, voilà. Bon. Et il est mort depuis Michel, c'était l'accessoiriste. Et donc, je le voyais tout seul, genre gigantesque terrasse, palais, les grands châteaux allemands, et puis il passait son balai tout seul. Et tout le monde attendait qu'il ait fini de passer le balai pour tourner. Et ça m'a énervé. Et donc j'ai foncé, j'ai vu qu'il y avait un autre balai, et j'ai commencé à l'aider. Et donc on est allé beaucoup plus vite. Et puis il y en a un troisième qui est venu nous aider après. Et après la prise, il est venu me voir, il me dit « Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, tu fais du cinoche avec nous. » Je dis « Ouais. » Il m'a dit « Tu fais du cinoche avec nous. » Et pour moi, c'était vachement important et c'était un très beau compliment qu'il m'a fait. Parce que j'avais pas de complexe à être à ma place, enfin, tu vois, mais qu'il se soit rendu compte que pour moi, c'était important qu'on fasse du cinoche ensemble. Ben ouais. Sur le plateau, en tant que coach, voir la môme, ça m'a quand même beaucoup ému. Parce qu'on a travaillé quand même 2 mois avec Marion pour préparer la môme, donc c'était pas rien. Et 2 mois de travail avec Marion Cotillard, c'est d'une intensité forte, très très forte. Et on s'est retrouvés ensemble dehors d'abord, et après on s'est retrouvés dans un café. Enfin, il y a une sorte de, c'était à la fin de la projection, et on s'est vus face à face. Il y avait une grande soirée. Et on s'est attrapés, on s'est tenus pendant, je ne sais plus, on est resté 1 minute, peut-être 2 minutes, sans bouger. On n'a rien dit. On s'est juste tenus comme ça, et puis on s'est regardés. On était contents. On était contents du résultat, on était contents du film. Et on n'avait rien à dire de particulier. C'était juste, c'était une façon de se dire merci l'un l'autre. Moi, j'ai énormément appris aussi en faisant travailler Marion. Qu'est-ce que tu as appris? Bien sûr que j'ai appris beaucoup de choses. Oui, non, je disais, qu'est-ce que tu as appris? D'abord, à être encore plus disponible à quelque chose que je ne connais pas. Pour moi, c'est la règle d'or du coaching. C'est la règle d'or de l'enseignement. L'enseignement, ça n'est pas inculquer des choses à des gens, c'est être disponible à l'intelligence des autres pour les aider à développer ce qu'eux ont à développer. Et non pas leur dire, voilà quelle est la règle, il va falloir que vous l'appliquiez à la lettre. Je parle du monde artistique, hein. Il y a peut-être des endroits où il faut connaître les mots.
c'est mon travail de coach, c'est d'être à la disposition de l'œuvre de l'autre. Moi-même, j'écris, je compose, j'ai fait des films, je sais ce que c'est que d'être mégalo et de dire c'est mon œuvre. J'ai aucun complexe avec ça. Je me sens Dieu à ce moment-là et on ne va pas m'emmerder. C'était mon taf. Mais quand je suis coach, je suis exactement à l'opposé de ça. Je suis là pour aider l'autre à monter son œuvre la plus haute possible. Donc, travailler avec elle, ça t'a appris à être encore plus disponible à ce qu'elle Encore plus disponible. Mais oui. Bosser avec Marion, je ne peux le dire que comme ça. Bosser avec Marion et avec Piaf, ça m'a redonné le goût de l'humilité, si je peux le dire comme ça. Ça m'a, oui, parce que ce sont deux femmes rares, rares. Et c'est vrai que mon boulot, c'est d'être au service de leur couple. C'est un couple. Un personnage et une actrice, c'est un couple. Après, on croit ou on ne croit pas en l'âme humaine. Ça, c'est encore un autre débat. Mais moi, je crois en l'âme humaine. Alors après, Dieu, pas Dieu, c'est encore autre chose. Mais au moins, l'âme humaine, l'esprit humain, si on y croit, ça veut dire que l'âme de Piaf existe. Donc, d'un seul coup, tu as l'âme de Piaf avec l'âme de Marion côte à côte. Et elles te disent, bon, tu nous donnes un coup de main? On y va, on bosse? À dire, alors, je sais ce qu'il faut faire. Tout ce que tu peux dire, c'est bon, c'est quoi la situation? On en est où? De quoi vous avez besoin? De quoi a besoin le réalisateur? Où est-ce que ça coince? Où est-ce que toi, Marion, tu as certains blocages qui font que ce que va te demander de vivre Piaf, tu ne l'assumes pas tout de suite, comment on se prépare? Piaf, tu vas te calmer. Piaf, tu vas te calmer parce que c'est Marion qu'on va voir. Mais non, mais c'est vrai, c'est le corps de Marion qu'on va voir. Donc, toi, en tant qu'âme, tu vas rentrer dans un autre corps. Qu'est-ce que ça a demandé de difficile? Ou ouais. Oh, c'est peut-être trop personnel. C'est peut-être trop personnel. Non, 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 non. Si c'est, enfin, que ce soit pour moi, pour Marion, Piaf, je ne peux pas trop parler, mais Marion et moi, ça nous a demandé d'aller chercher une forme d'authenticité sans retenue, sans fausse modestie. C'est-à-dire que tu peux être humble et modeste, mais il y a des moments dans ce métier où on réclame, c'est ce que je te disais au début, on réclame de toi ton orgueil, ta mégalomanie, ton ambition. Et quand tu assumes ces choses-là, à ce moment-là, tu es tout sauf prétentieux. La prétention, c'est de ne pas être à la hauteur de son ambition. Tu prétends des choses. Non, quand tu as de l'ambition et que tu le vis, tu n'es pas dans la prétention. Tu peux être dans la mégalo, tu peux un petit peu écraser les autres de temps en temps en disant pardon, je suis désolé, mais tu n'es pas prétentieuse. Tu fais ce que tu as à faire. Et d'ailleurs, le public, quand il regarde, ils disent, inconsciemment, ils disent merci d'avoir été ambitieux puisque j'ai regardé votre film et j'ai vécu des trucs incroyables. Merci beaucoup, quoi. Totalement. C'est cette notion est très importante. Or, quelquefois, on oublie ce qui va avec, c'est-à-dire le maximum d'humilité. C'est 100% mégalo, 100% humble. Les deux, ça va très bien ensemble. Très, très bien ensemble. C'est un peu, tu sais, comme quand le comédien, il vit quelque chose de dramatique, mais qui doit être extrêmement détendu. C'était la phrase de Daniel Auteuil. Mais oui, Daniel Auteuil avait dit ça vachement bien. On lui avait posé une question, une journaliste avait posé la question sur ta saison préférée, ma saison préférée. Et il y a la scène où il est sur les genoux, enfin la tête sur les genoux de Deneuve au cimetière, et il se met à pleurer sur la tombe de sa mère. Et la journaliste lui dit c'était dur à tourner. Il rigole, il dit non, il dit vous savez, quand un comédien pleure, ne croyez pas qu'il est triste, il jubile. Mais oui. Mais oui. Enfin, certains sont vraiment tristes, hein. Pas tous. Oui, c'est d'ailleurs bizarre. C'est d'ailleurs bizarre. C'est parce qu'on oublie toujours pourquoi on fait ce métier. Moi, il y a des comédiens, ils font ce métier parce qu'ils adorent se regarder, faire des trucs et vivre des machins, parce que leur vie les emmerde. Leur propre vie les emmerde, donc ils ont besoin d'une autre vie, d'un personnage, d'un autre univers pour se sentir exister. C'est leur problème. Pour moi, ça ne veut pas dire que c'est les plus grands comédiens du monde. Moi, je connais des comédiens, leur vie est absolument sublimissime,
passionnantes, ils vivent des choses incroyables avec leurs gamins, leurs femmes, leurs amis, hein, et quand ils tournent, ils s'amusent comme des fous à faire des trucs que personne n'oserait faire, mais ils vont très bien, quoi. Ils ont pas... Mais parce qu'ils pensent qu'il y a une chose, quelle émotion je peux utiliser chez moi, l'utiliser comme de la pâte à modeler pour que quand je vais la montrer au public, le public soit mort de rire ou bien mort de honte, ou bien comment je me sers de moi pour que les autres vivent quelque chose. C'est pour ça que je dis souvent à un comédien, qu'un comédien soit ému, j'ai envie de dire je m'en fous. Tant mieux pour lui, pas tant mieux pour lui, c'est pas grave. Ce que je lui demande, c'est d'être émouvant, pas d'être ému. S'il est juste ému et que je m'en fous, et qu'il ne se passe rien quand je le regarde, il a beau me dire qu'il est ému, si ça ne me fait rien, il ne fait pas son boulot. Son travail, c'est de se démerder pour que quand je regarde ma télé ou mon écran de cinoche ou au théâtre, je sois au bord des larmes et qu'après je dise putain, j'y ai cru, génial. C'est une dimension. Souvent on dit les comédiens sont un peu schizo, un peu bizarres, machin. J'expliquais ça un jour à une copine. Je disais, mais tu te rends compte qu'il y a quand même des gens qui rentrent dans une salle de cinéma en disant bonjour, bonjour, je vais vous payer 12 €, ou au théâtre, hein, je vous paye 30 €. Est-ce que vous pourriez me raconter des histoires que je sais que c'est des conneries, mais j'aimerais bien y croire? On est tous complètement barges. On rentre dans une salle en sachant que ça va être des grosses conneries, mais j'ai envie d'y croire et je veux que le mec il me le fasse croire. C'est qui les plus barges des deux là? Non, mais... Donc en fait, on est bien tous en train de jouer à quelque chose qui nous paraît extrêmement important, vraiment important. Je pense qu'en ce moment, on le vit avec nos politiciens, mais c'est un autre débat. Mais bon, c'est cette espèce de jeu dans lequel tout le monde est, et on fait comme si ça n'existait pas. Mais si, c'est l'essentiel. Donc un comédien qui a besoin absolument de se prendre pour Hamlet, ça le regarde. Hein. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, au moment où on dit moteur, sers-toi de ce dont tu as besoin pour qu'on y croie, mais moi, la seule chose que je demande, je vais y croire. C'est ce qu'il y a de pire pour un metteur en scène ou un réalisateur. C'est au moment où le produit est devant le public et tu ne peux plus intervenir. Moi, je l'ai vécu en tant que metteur en scène de théâtre. Tu es avec le technicien, dans la régie là-haut, avec l'éclairagiste, et la comédienne, elle fait ce qu'elle veut. Tu n'as pas réussi à la convaincre de lui demander et de faire comme tu le voyais. Elle fait ce qu'elle veut, et le public, tu vois 3 personnes qui se lèvent et qui s'en vont. Tu ne peux pas courir sur le plateau en disant attendez, on va recommencer. Non, non. C'est une impuissance terrible. Et l'autre que j'ai vécu une fois et que je n'ai plus jamais vécu après, c'était dans la salle de montage avec ta monteuse ou avec ton monteur. Tu regardes les images et la monteuse te dit il ne se passe rien. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On peut sauver la scène? Non, on ne peut pas sauver la scène. Il n'y a pas assez de matière. Même quand tu as fait tes courses et que tu tournais, et tu te rendais compte qu'il ne se passait rien? C'était mes premières tentatives. Maintenant, ça ne se reproduira pas. C'était avant que je comprenne. Mais c'est ce qu'il y a de pire. Hein. J'ai vu un jour, j'ai travaillé sur un film. J'avais la chance, je suis parti à New York pendant 3 mois, faire bosser des actrices et des acteurs pour un film. Et il y a eu une projection à Paris, au Max Linder, je me souviendrai toujours. Le film se finit. Les gens n'ont pas sifflé poliment. Mais bon. Et je sors un des tout premiers et je vois le metteur en scène. Il était assis sur les marches d'un des escaliers. Il avait la tête comme ça dans les mains. Il savait que c'était fini. Il avait raté son coup. C'est terrible. Cette sensation, terrible. C'est terrible. Alors, essayons de finir sur une note positive. Vas-y, dis-moi. Alors, pour terminer, on l'a déjà abordé, mais est-ce que tu aurais donc le mot de la fin, un dernier, vraiment, si tu pouvais dire en une chose, si tu pouvais donner en une chose, la chose un conseil. Mais la plus importante pour toi, vraiment qui résumerait tout ce qu'on s'est dit, la plus importante. Faites. Vous prenez un portable toutes les semaines, mais je suis très sérieux, toutes les semaines,
le week-end, avec les potes et les copines et les copains, vous prenez votre portable, Les TikTok. comme ça, très simple, un portable, d'accord? Vous vous filmez, vous écrivez vous-même les dialogues, vous les filmez et vous prenez la place des comédiens, du réalisateur et du caméraman. Et vous faites ça tous les week-ends, tous les jours si vous avez envie, tous les jours. Vous allez apprendre ce que c'est qu'un bon dialogue, parce que vous allez vous comprendre que le dialogue, il n'est pas possible. La première fois, vous allez vous dire, oh non, non, c'est toi qui as écrit ça, mais comment tu veux que je te dise ça? Et vous allez le comprendre, et vous allez faire. Ces images-là, vous pouvez les brancher sur n'importe quel ordinateur. Il y a des logiciels de montage très basiques qui sont gratuits sur Internet, et vous faites du montage, ou vous demandez à des potes, ou à des copains, ou à des jeunes réalisateurs de venir travailler avec vous, et vous apprenez ensemble en faisant. C'est un des métiers les plus fabuleux pour ça, c'est que maintenant, actuellement, tous les outils existent gratos. Ça ne coûte rien. J'en ai fait des stages, hein, mais je suis désolé, il y a des stages qui coûtent une fortune, qui n'ont pas la valeur de ce que je suis en train de vous dire. Je ne vais pas me faire que des potes. Mais il y a plein de directrices de casting, il y a plein de réalisateurs qui font des stages parce qu'ils n'ont pas assez de quoi bouffer. Je les comprends. Donc, on fait des stages et on demande aux comédiens de venir payer. Mais pour cette base de travail-là, il y a plein de comédiens qui peuvent faire ça entre eux, quoi. Sérieux. Et des jeunes réalisateurs, vous allez dans les écoles de cinéma, vous leur proposez, vous dire, ça vous intéresserait toutes les semaines? Vous venez avec votre petite caméra, là, votre petit appareil photo, vous nous filmez, on vous présente, vous faites le montage et on travaille ensemble et on en parle. Mais bon, peut-être que c'est pas la même démarche. Peut-être qu'il y en a, quand tu vas à un stage, c'est pour rencontrer, tu vois, pour te faire un peu de C'est réseau. encore autre chose. Ouais, tu Je vois. parle vraiment des endroits où on te filme et où on Ah, te on dit travaille après, par voilà, exemple. voilà. Non, non, fais-le déjà toi tous les jours. Tous les jours. Et au bout d'un moment, ça rentre, quoi. Et je vais finir par un petit truc quand même. On est sur l'image. L'image qu'on a de soi en tant que comédienne ou en tant que comédien. Comment on se voit en tant que comédienne et comédien. Ça n'est pas parce que vous vous aimez vous-même que je vais vous choisir dans mon film. C'est parce que je vous aime. On ne va pas dans une relation d'amour avec quelqu'un parce qu'on s'aime soi. Il faut s'aimer soi. Si on se déteste, c'est très compliqué à vivre. Mais si on est honnête, on a envie d'être comédienne et comédien, on ne peut pas se détester complètement. Il y a bien une partie de nous qui dit qui je suis vaut la peine d'être regardé par les autres, même si on est un petit peu en manque d'amour, peu importe. Il y a quand même une partie de nous qui nous estime. Sinon, on se tire une balle dans la tête. Cette partie-là, elle suffit largement. Et l'autre partie, c'est comment les autres vous aiment. Apprenez à travailler avec ce que les autres aiment de vous, puisque c'est ça qui fait qu'on va vous employer. Très intéressant. C'est Donc, par banal, mais exemple, cas pratique, une personne, elle se dit ah bah, on me dit souvent que. Là, je l'ai fait vraiment très simple, mais en même temps, c'est vrai. On me dit souvent que je suis rigolote, que toutes ces choses-là, en fait, finalement, peut-être qu'elle, c'est pas ce qu'elle aurait voulu développer, mais c'est plutôt ça, finalement, qu'il faut le laisser être. bien sûr. Okay. Ce qui ne veut pas dire que l'autre partie n'existe pas. Il y a d'autres gens qui vont aimer d'autres choses. Mais c'est comme les photos. Tu as 150 photos, ou 90 photos, ou même 60 photos. Tu le donnes à 5 personnes en qui tu as confiance, qui t'aiment vraiment. Et tu leur dis, choisissez. Ce n'est pas à moi de choisir. Moi, je ne me vois pas. Je ne sais pas. Moi, en tant que Pascal, si je suis comédien, je ne sais pas. Enfin, si maintenant je commence un petit peu à savoir à 60 ans, je sais un peu, mais je ne sais pas. Tu sais, quand j'avais 25 berges, j'ai essayé d'être comédien un petit peu. Je me disais, bon, ça va être complémentaire du reste. Hein. J'écoutais les gens, je disais, mais ils sont tous fous, quoi. Pourquoi? J'ai pas une bille de clown. Ben si, je sais bien que quand je parle, j'ai une tête de clown et je fais le zouave. Oui, j'aime ça, j'aime prendre des gueules et des machins. Mais sur l'instant, je ne m'en rendais pas compte. Donc, j'ai essayé d'être super. Moi, je suis un playboy. Voilà, c'est ça. Bon, bah, je me suis vautré, je suis passé à autre chose. Hein. Mais je ne suis pas devenu coach parce que j'ai choisi d'être coach. Je suis devenu coach parce qu'il y a 15 personnes, dont des gens sérieux, qui sont venus me voir en disant, Pascal, est-ce que tu peux nous faire travailler? Et j'ai découvert que j'avais cette compétence.
c'est un métier où on dépend du regard des autres, mais c'est dans le bon sens. Il faut juste accepter ça. Mm. Mm. Acteur ou coach? Non. Tout le monde, la vie. Ouais. Il faut accepter qui on est, se sentir de l'intérieur, mais nous sommes deux êtres à l'intérieur d'une même personne. Il y a qui on se sent à l'intérieur, et très peu de gens sont capables de voir qui nous sommes dedans, et puis il y a qui on est à l'extérieur, et ce que tu regardes dans un miroir, même en regardant dans un miroir, tu ne peux pas voir ce que les autres voient, c'est pas vrai? Moi non, bien sûr. Tout à fait. Bah, on le sait, mais pourquoi on se regarde dans le miroir en essayant de voir? Il n'y a rien à voir dans un miroir. Laisse les autres te regarder et t'aimer comme ils te voient. C'est comme ça que tu grandis, parce qu'ils vont voir des parties de toi que tu ne connais pas. Ils vont te parler d'une partie de toi que tu ignores et ça va te faire grandir et tu vas avancer. Là où Et vient... on se complète. Mm, tout à fait. Enfin, je pense. Là où c'est compliqué, c'est de se laisser regarder quand on ne s'aime pas complètement ou pas beaucoup. Mais peut-être que tu vas t'aimer davantage parce que l'autre te regarde autrement. Il y a une période de ma vie, il y a une période de ma vie assez simple où je ne m'habillais plus sans demander. Enfin, c'est même pas que je m'habillais plus, c'est ma fille qui choisissait mes vêtements. Elle me disait, ça va pas, ça va. Mets ce pull-là, mets ce pantalon-là. Je te jure, Marie, elle devait avoir 5 ans ou 6 ans. On allait dans les magasins, je voyais les nanas qui disaient, monsieur, je dis non, c'est ma fille qui m'aime. Donc ils me regardaient en disant, il est barge. Et puis tous les gens qui me connaissaient me disaient, waouh, c'est super, oui, c'est Marie qui choisissait. Quand Marie me dit, ça ne te va pas, alors après, je l'ai fait avec d'autres femmes que ma fille, mais il y a des femmes à un moment qui m'ont dit, Pascal, mais ça te va super bien. Même si ça me paraissait bizarre, je le mets. Puisque je vais dégager quelque chose que je ne peux pas voir et que les gens aiment. C'est pas top, ça? C'est un échange. Puisque moi, en plus, je le fais volontiers. Puisque nous, on le fait avec les autres, acceptons que ce soit un vrai, cet échange de regards. C'est aussi ça, un film. Ou en tout cas, ce métier, on projette quelque chose vers le public et le public nous renvoie une image. Acceptons l'échange. Merci. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir.